Saint Seiya. Feu Koichi Sugiyama était un compositeur japonais renommé, connu pour sa musique de la série Dragon Quest et ses arrangements symphoniques. Il a grandement influencé la musique de jeux vidéo, établissant des standards pour les bandes-son des jeux. Dans le numéro daté du 28 décembre 1990, il s'entretenait avec Shigeru Miyamoto au sujet de la Super Famicom, des jeux vidéo et de son lien avec la musique. Un entretien fort intéressant où se dessinent de futurs projets, dont des compilations de jeux et même le parc Super Nintendo World. Créer un nouveau type de jeu sur Super Famicom. Le professeur Sugiyama Koichi, ayant lui-même acquis une Super Famicom, consacre ses journées à s'immerger dans l'univers de Mario. Bien qu'ils ne connaissent M. Miyamoto, le créateur de Mario, que depuis un jour, ils se sont réunis en tant que camarades, désireux de refaire le monde, partageant les espoirs que M. Miyamoto nourrit pour la Super Famicom. Au cours de leurs échanges, un scoop inattendu sur l'édition en CD des musiques de Super Mario World a été révélé, soulignant l'impact considérable de la Super Famicom et dynamisant leur conversation. Quelles sont donc les visions de ces deux figures emblématiques pour l'avenir du jeu vidéo? Combien de temps a pris le développement de Super Mario à l'origine? Pour le premier, cela a pris environ 8 mois. C'était rapide, n'est-ce pas? Mais si vous comptez à partir du moment où nous avons commencé à réfléchir au contenu, cela a pris plus de temps. Toutefois, une fois que nous avons décidé de le faire, cela a pris environ 8 mois. Et pour le troisième? Cela a été incroyable. Comme nous avons adopté une approche où nous réfléchissions tout en programmant, cela a pris un peu plus de 2 ans. Cela a pris beaucoup de temps, n'est-ce pas? Et pour Super Mario World, combien de temps cela a pris? Cela inclut le temps passé à programmer pour tester le matériel de la Super Famicom. En incluant cela, ce serait un peu moins de 2 ans. Le lancement a été retardé. En réalité, le temps passé à développer Mario était d'environ 1 an. Avant cela, nous avons travaillé sur la conversion de Mario 3 pour la Super Famicom à des fins d'expérimentation. Mais cela semble avoir été soigneusement peaufiné. Exactement. Outre le directeur du projet, il y avait un directeur pour les cartes de niveau et un pour la carte du monde. Ainsi, en expérimentant avec la carte du monde et en la révisant environ 4 fois, tout a été complètement refait. Chaque programmeur s'occupait d'un niveau spécifique, nous permettant d'expérimenter en parallèle. C'était comme si un grand groupe travaillait ensemble sur une petite fresque. Le tout évoluait constamment, comme s'il était vivant. C'était très divertissant. En regardant Super Mario World, je pense que concevoir la suite sera un défi. En tant que Mario, il semble être pratiquement parfait, au point qu'il semble n'y avoir rien à ajouter. On dit souvent la même chose à propos de Dragon Quest. Que faire ensuite? Il reste encore beaucoup de techniques à explorer, mais le vrai défi est de savoir si les joueurs désirent vraiment cela. Si l'on pense que la Super Famicom a simplement amélioré les graphismes ou augmenté le nombre de personnages à l'écran, alors on ne dépasse pas les limites des jeux vidéo actuels. C'est un sujet assez difficile, mais cela peut rendre les jeux moins attirants, y compris pour moi. On commence à se lasser, effectivement. Tout à fait. Le cadre actuel des jeux me semble obsolète. Si nous continuons sur cette voie, je crains que nous nous dirigions uniquement vers le sensationnalisme et le grotesque. En fin de compte, cela s'écarte de ce qui m'attirait dans les jeux vidéo. Vous ne trouvez pas? Absolument. C'est semblable à la musique, bien que je ne sache pas comment l'expliquer précisément, mais prenez l'exemple des films. On finit par s'éloigner de la raison initiale pour laquelle on voulait les voir. On finit par se lasser, oui. Cela inclut aussi les discussions sur le matériel et la difficulté, ce qui s'éloigne de la raison initiale pour laquelle on jouait. Ainsi, la Super Famicom, ce n'est pas seulement une question de puissance 16-8 ou du nombre de couleurs affichables, mais plutôt de sa capacité d'expression et le volume de données qu'elle peut traiter. C'est de cette façon que nous l'envisageons. Nous avons de grandes attentes pour les nouveaux types de jeux que cela peut permettre de créer. Cependant, Mario, d'une certaine manière, ne suit pas cette direction. Nous souhaitons garder le style classique de Mario tout en apportant quelque chose de nouveau. Ainsi, avec Mario, nous ne cherchons pas à innover de manière fondamentale, mais plutôt à peaufiner et à améliorer ce qui existe déjà. Cela dit, je me demande si c'est vraiment ce que les joueurs désirent ou ce que nous, en tant que créateurs, voulons produire. Cela va probablement rester un dilemme. Du point de vue technique, il reste beaucoup à explorer, donc ce n'est pas un souci. D'un autre côté, il est naturel de penser à créer quelque chose de totalement nouveau, qui n'existait pas auparavant dans le genre des jeux vidéo. Oui, c'est exact. Fondamentalement, il s'agit de ce qu'un ordinateur peut faire, en utilisant une manette et un écran de télévision.
Il y a une console au milieu qui peut potentiellement tout faire. Ces choses n'ont probablement pas de forme précise, elles sont plutôt imaginatives. Si Mario convient à cette idée, eh bien nous utilisons Mario. Si Zelda est plus approprié, nous utilisons Zelda. Et si quelque chose de nouveau convient, alors nous envisageons de créer quelque chose de nouveau. Ainsi notre approche est vraiment systématique, commençant toujours par déterminer ce que nous pouvons faire avec un ordinateur. Mais la série établie ont leurs propres contraintes, ce qui représente un défi. Lorsque nous voyons comment intégrer quelque chose de nouveau dans ce cadre, nous commençons à développer. Entre-temps, nous continuons à développer et cela doit être terminé en environ 1 an. Ce que je ressens, c'est que même si nous disons que nous en avons assez, des œuvres standards comme Mario ou Dragon Quest sont essentielles. Peu importe l'évolution du rock, les classiques restent indispensables. Si nous ne poursuivons que la nouveauté, le genre entier pourrait s'effondrer. Il faut expérimenter tout en conservant une base solide représentée par les œuvres standards. D'un autre côté, ce que je ressens, c'est que récemment, les créateurs de jeux cherchent à jouer à un type de jeu différent. C'est pourquoi des jeux comme Monopoly sont devenus populaires. Il semble y avoir des indices là-dedans. Récemment, j'ai essayé Momotalu Dentetsu sur PC Engine, un jeu de plateau de la série Momotalu, et cela m'a provoqué une sensation très fraîche. C'était différent de la sensation de jouer à des jeux vidéo. C'était amusant de jouer à un jeu de plateau en version jeu vidéo. J'ai senti qu'il y avait quelque chose là. De plus, de nombreux éditeurs commencent à produire des jeux de plateau. Malgré cela, l'intégration des jeux de plateau dans les jeux vidéo n'est pas très courante. Donc, si votre équipe crée un jeu de plateau, je pense que ce serait intéressant. Nous y avons réfléchi récemment et les jeux de plateau ont une qualité tangible, n'est-ce pas? Mais la télévision a toujours une image abstraite. Il doit donc y avoir des jeux de plateau adaptés à la télévision. Lorsque les jeux vidéo sont apparus pour la première fois, c'était amusant parce que l'ordinateur agissait comme l'arbitre, comme à l'époque de Space Invaders. L'idée n'était pas tant que les envahisseurs détruisaient des blocs, mais plutôt que l'ordinateur jugeait précisément quel bloc avait été frappé. Donc l'idée que l'ordinateur agisse comme juge dans les jeux de plateau pourrait fonctionner, comme dans les RPG, où être le maître du jeu est un travail difficile et épuisant, et le confier à un ordinateur permet à tout le monde de jouer. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à découvrir dans les jeux de plateau avec un ordinateur comme juge. Même dans Monopoly, être le banquier est un défi. Si un ordinateur pouvait prendre en charge cette tâche, cela simplifierait beaucoup les choses. Je pense donc qu'il y a un grand potentiel dans cette direction. Vous souvenez-vous de la scène dans Star Wars où les dinosaures combattent sur une table? C'est une fraîcheur similaire au sumo de table, si vous voyez ce que je veux dire. Si nous ne pouvons pas créer quelque chose qui va au-delà d'un simple jeu de société, je ne vois pas l'intérêt de le porter sur console. Avec la Super Famicom, la qualité sonore s'est tellement améliorée qu'il devient possible de créer des logiciels musicaux. En effet, comme un substitut au CD. Par exemple, pour Dragon Quest, cela pourrait être une collection musicale de Dragon Quest, comprenant les titres du 1er au 5e, que vous pourriez écouter en appuyant sur un bouton, peut-être juste visualiser les scènes correspondantes. C'est vrai, et c'est moins coûteux que d'acheter plusieurs CD. Lorsque la Game Boy est sortie, la qualité sonore en stéréo était vraiment impressionnante. On m'a proposé de créer de la musique pour Dragon Quest et Final Fantasy. J'ai trouvé l'idée intéressante, mais finalement ce n'a pas abouti. Cependant, pour la Super Famicom, il serait intéressant de publier une collection comprenant des œuvres de Nintendo, NX, Konami, etc. Oui, absolument. C'est la première fois que je le révèle ici, mais nous sommes en train de produire un CD de musique pour Super Mario World. Jusqu'à présent, les disques de musique classique de la plus grande qualité étaient ceux de Dragon Quest, réalisés par l'orchestre symphonique de la NHK. Nous avons travaillé dur pour produire la meilleure qualité. Cette fois, nous voulons créer la référence en termes de qualité dans le genre de musique pop de jeux vidéo. Nous avons déjà enregistré toutes les sections rythmiques. L'opportunité de créer ce CD est venue lorsque le responsable de l'équipe sonore de Nintendo est venu me consulter et vous étiez également impliqué, monsieur Miyamoto. Ils m'ont demandé de réfléchir à quelque chose. Donc, bien que ce ne soit pas encore terminé et que nous en soyons encore aux étapes intermédiaires, nous avons décidé d'embaucher Sadao Watanabe, le célèbre musicien de jazz japonais. Sadao Watanabe est l'un des rares musiciens également reconnus en Amérique. Oui, les ventes de ces disques sont même plus importantes aux États-Unis qu'au Japon. C'est excitant de penser à nous imposer là-bas. Nous venons de terminer l'enregistrement de la section rythmique et toutes les chansons de Super Mario World sont incroyablement élégantes. Ensuite, nous allons ajouter la musique des numéros 1 et 3 et essentiellement nous voulons frapper fort avec toute la musique de Mario par Sadao Watanabe. Je pense que les enfants qui jusqu'à présent ne connaissaient que le rock découvriront qu'il existe aussi dans le monde de la pop de la musique de grande qualité musicale et de profondeur que les adultes pourront également pleinement apprécier. Quand nous avons créé le numéro 1, nous avions cette musique d'ouverture et nous espérions qu'elle serait jouée dans les piscines l'été suivant.
Nous n'avons jamais pensé que cela irait aussi loin. Je n'aurais jamais imaginé que M. Watanabe s'en occuperait. Au début, le bureau de M. Sadao Watanabe était réticent à l'idée de s'impliquer dans la musique de jeux vidéo. Il ne connaissait rien aux jeux, mais maintenant la musique de jeux vidéo commence à être reconnue au même niveau que la musique de film. Et quand nous avons montré ce que nous produisons, en passant un disque de Dragon Quest, M. Sadao Watanabe, l'arrangeur et le manager du bureau nous ont tous écoutés et nous ont dit « d'accord, faisons-le ». Après avoir réalisé cela avec le meilleur de la musique classique avec l'orchestre symphonique NHK, nous allons faire de même avec le meilleur de la pop, et ils ont accepté de s'y atteler. Ils ont dû faire de la place pour nous dans un emploi du temps déjà serré. Je pense qu'il est inutile de faire les choses à moitié. Mario est après tout au sommet du monde du jeu vidéo. Nous devons donc produire la meilleure musique possible. Heureusement, nous avons réussi à les convaincre. Après leur avoir montré le jeu, leur perception a complètement changé. Ils ont dit que c'était amusant juste à regarder, même sans jouer. Quelle est la date de sortie? Elle est prévue pour fin janvier ou février par Warner Pioneer. D'ailleurs, peut-on discuter d'autre chose que Mario? Oui, au-delà des idéaux dont nous parlions, le produit doit être parfaitement fini avant sa commercialisation. Nous progressons donc étape par étape dans cette direction. F-Zero est conçu pour plaire tant à ceux qui ont grandi avec Mario qu'à ceux qui découvrent le jeu. Nous souhaitons que les nouveaux acheteurs de la Super Famicom ou les parents qui n'ont pas joué depuis Super Mario s'amusent ensemble à la maison. Pas seulement en regardant jouer leurs enfants, mais en participant eux-mêmes. Nous aspirons à créer quelque chose de simple, accessible à tous, dès la première prise en main, ce qui caractérise F-Zero. Néanmoins, nous souhaitons aussi satisfaire ceux qui désirent s'engager plus profondément dans les jeux vidéo en leur offrant des défis adaptés. Je crois que nous réussissons bien dans ce domaine, même si je me complimente moi-même. Pilotwings est un cas à part, susceptible de diviser les joueurs entre ceux très engagés et les autres. Bien que le jeu vidéo soit un média actif, ce que nous créons finit par être assez passif. Nous sommes conscients de cette dynamique et comprenons que certains aspects du jeu seront expérimentés de façon passive. Cela dit, nous savons que résoudre des défis peut être lassant. Augmenter les difficultés semble être la seule solution, ce qui crée une disparité entre ceux qui apprécient les challenges et ceux qui ne les apprécient pas. Pour la prochaine génération, l'enjeu sera de proposer une utilisation active de l'ordinateur tout en conservant un niveau de divertissement adéquat sans pour autant dépasser les limites ludiques. C'est là-dessus que nous concentrons notre réflexion. Pilotwings est structuré en 4 niveaux, mais nous ne voulions pas nécessairement imposer une telle structure. Commencer par le 4e niveau directement peut sembler intimidant, d'où l'existence du premier niveau. Après s'être entraîné, le joueur peut choisir comment et avec quel objectif il souhaite jouer. Bien que le jeu demande d'accomplir certaines actions pour marquer des points et avancer, ignorer ces directives pour explorer librement le jeu est aussi une option envisageable. Nous avons conçu ce jeu avec l'idée que le principal est que le joueur s'amuse, même si cela peut frustrer ceux en quête d'un sentiment d'accomplissement plus traditionnel. Ce que j'apprécie dans les simulations de vol, c'est que même si vous avez envie de voler ou de piloter un avion léger, rejoindre un club de vol et tout ce qui en découle peut être compliqué. Pouvoir le faire dans un jeu, c'est fantastique. J'aimerais essayer le saut en parachute, et si possible, essayer de tomber sans ouvrir le parachute. Après tout, on ne meurt pas dans un jeu. Payer 500 yens pour voir cette scène ou pour expérimenter le saut en parachute, et si on additionne tous ces avantages, 8000 yens, ce n'est pas vraiment cher à mon avis. C'est comme payer une adhésion. Et à Tokyo, le seul club de vol se trouve à Shofu, donc c'est pratique de ne pas avoir à s'y rendre. Nous avons encore beaucoup de domaines amusants à explorer. Par exemple, je souhaite créer un endroit où Mario existe vraiment, si possible quelque chose à l'image de Disneyland où tout le monde peut jouer librement. J'ai beaucoup d'idées comme celle-ci. Par exemple, les aires de jeu de notre enfance ont disparu, n'est-ce pas? Je souhaite capturer cette sensation et la conserver. J'aimerais créer de nombreux endroits qui évoquent cette sensation de conservation. Il y avait une zone de vol, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Cependant, elle est toujours là. Si j'en ai envie, je peux la sortir et l'utiliser à nouveau. Si les logiciels informatiques pouvaient procurer cette sensation, je me demande si nous devrions les évaluer uniquement sur la base de divertissement égale score. Absolument. Cependant, je veux vraiment éviter tout ce qui est de faible qualité, sérieusement, comme un contenu absurde. Si nous continuons à produire des choses de faible qualité, cela affecte négativement l'ensemble du secteur. D'un autre côté, je trouve qu'un monde rempli de bizarreries et de diversité est plus divertissant. Même si cela n'intéresse que 20% des utilisateurs, c'est quelque chose que nous devrions promouvoir. J'aimerais que les évaluations de produits ne se passent pas seulement sur les notes des magazines, mais également sur la valeur de leur existence. Dans cette optique, un bon logiciel de shogi
même s'il peut obtenir un score de divertissement bas, une fois acheté, reste dans votre collection et est ressorti occasionnellement pour jouer. C'est ma manière de faire, mais même les jeux très divertissants, une fois terminés, peuvent sembler conclus. Un logiciel de shogi en revanche peut être ressorti et utilisé même 2 ou 3 ans plus tard. Ce type de contenu est nécessaire. En effet, avoir la capacité de plier quelque chose qui ne rentre pas normalement dans un tiroir pour le conserver est remarquable. Vous pouvez collectionner des timbres mais pas des maquettes, car elles ne sont pas stockables. C'est la raison pour laquelle nous avons jeté tant d'objets depuis notre enfance. Les logiciels informatiques, eux, peuvent être conservés indéfiniment, sauf si la ROM se dégrade physiquement. Je trouve cela assez extraordinaire. Pour les livres, par exemple, vous finissez par les vendre à une librairie d'occasion, car ils prennent de la place. Réfléchir à l'idée de pouvoir tout plier et stocker dans une cartouche offre une perspective intéressante. Ainsi, il reste beaucoup à savourer. Lorsque vous publiez des informations sur Super Mario dans un magazine, avez-vous des accords sur ce qui peut être montré jusqu'à un certain mois? Oui, nous procédons ainsi. Nous planifions ces choses en réunion avec le département des relations publiques. Je comprends, ce serait un problème si tout était dévoilé d'un seul coup. Exactement, si nous autorisons la publication de tout, nous rencontrerions des difficultés si plus aucun contenu n'était disponible pour les publications futures. Presque toutes les revues ne montrent que jusqu'à la pleine donut avant la sortie du jeu. C'est exact. Publier trop d'informations avant la sortie peut effectivement donner l'impression aux acheteurs qu'ils perdent quelque chose de l'expérience de découverte. C'est pour cela, même après avoir annoncé Dragon Quest V, comme sa sortie n'était pas immédiate, je me demande comment nous allons maintenir l'intérêt jusqu'à ce qu'il soit disponible. Je m'inquiète de notre capacité à garder l'intention du public jusqu'à la sortie du magazine. Il semble toujours y avoir quelque chose en préparation. Tout à fait, les articles basés sur des spéculations vont surgir. Les magazines doivent combler leurs pages, ce qui peut être un défi, et c'est également difficile pour ceux qui fournissent ces informations. Quand on me demande quelle sera ma prochaine œuvre, je ne peux pas donner de réponse précise. Alors, quelle est la suite? Quelle suite en effet? Concernant la musique, vous pouvez toujours dire qu'elle sera prête dans les 3 derniers mois, ce qui vous laisse une marge. Pour ma part, je dois être au courant dès l'étape de spécification. Il est donc difficile d'éviter la question. Mais tout le monde est impatient, donc c'est bien qu'ils soient informés. Juste savoir s'ils doivent attendre ou non est important. C'est incroyable, même s'il faut attendre 2 ou 3 ans, comme pour Star Wars. Attendre la suite pendant 2 ou 3 ans. Pendant ce temps, bien sûr, nous vieillissons, mais pour un collégien qui devient lycéen, avoir quelque chose à attendre est précieux, je pense. Après tout, ceux qui ont joué à Dragon Quest 1 au collège sont peut-être à l'université maintenant. C'est pareil pour Mario. Naturellement, les élèves d'école primaire d'aujourd'hui ne connaissent probablement pas le premier Mario Bros. Pour nous, nous avons commencé à jouer à Mario dans les salles d'arcade. Devrions-nous en faire de même, le même jeu sur Super Famicom, pour environ 3800 yens? Excellente idée, je pense qu'il est préférable de faire quelque chose dans le genre de Mario ou Dragon Quest. Dragon Quest 1, 2 et 3 pourraient être regroupés sur un seul jeu, avec une sauvegarde sur batterie. Je pense vraiment que cela devrait être fait. Ensuite, compiler les premiers jeux comme Donkey Kong ou Kulu Kulu Land sur un seul jeu pour la Super Famicom. Cela ressemble aux compilations pirates de Taïwan. Il existe des ROM contenant 72 ou 100 jeux. Je ne sais pas combien de mégaoctets cela représente, mais il n'y aurait aucune violation de droit d'auteur dans notre cas. Ça existe, c'est incroyable. Cela coûte environ 10 000 yens, plus de 70 jeux inclus. Mais si les détenteurs des droits d'auteur ne les produisent pas eux-mêmes, et que d'autres font simplement du commerce en les copiant, cela démotive les créateurs. Donc, c'est comme dire aux victimes de violation des droits d'auteur, qu'en pensez-vous ? Pour ceux qui débutent dans les jeux vidéo, j'aimerais que votre équipe propose des compilations de certains de vos classiques. Nous travaillerons dessus. Fantastique, s'il vous plaît, faites-le. Il y a de nombreuses réflexions intéressantes émergeant de cet entretien, notamment la contradiction entre la nécessité d'être fidèle aux bases qui ont fait le succès et la qualité d'une œuvre, et le besoin de faire évoluer le game design. La vision de Miyamoto, qui consiste à faire d'un jeu une miniaturisation d'un souvenir ou d'un lieu, ainsi que les embryons de projets que nous verrons éclore bien plus tard, sont également passionnants. J'espère que cet entretien vous a autant intéressé que moi.